Merci. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être le premier orateur de cette première session, hein, et je vous souhaite bien sûr le meilleur pour le futur. Et j'ai proposé, puisque c'est une réflexion sur le travail, sur les métiers, de prendre un tout petit peu de recul, hein, en resituant ça dans un cadre plus général et en invoquant un certain nombre de figures philosophiques. En particulier, j'invoquerai la figure d'Hannah Arendt et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, première chose, donc, on peut se demander pourquoi. Voilà. Donc, réinvention du travail, voilà. Alors, juste, je vais aller sur la première. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Alors, j'ai essayé de resituer les choses dans le contexte contemporain en reprenant une notion qui est issue de la science-fiction et qui, aujourd'hui, est de plus en plus présente, c'est la notion de robot. Donc vous savez tous ce que sont les robots, vous en avez tous vu, vous avez rêvé peut-être pour certains d'en avoir à votre disposition. Hein, ils existent un peu partout, ils sont dans les usines, il y a ceux qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas, il y a ceux qui sont dans les maisons, hein, un peu partout. Mais la raison pour laquelle je voulais parler des robots, ce n'était pas vraiment pour expliquer ni ce que c'était qu'un robot, ni l'utilité des robots, ni le futur des robots, hein, c'était pour revenir à l'étymologie du mot robot. Donc vous savez que ce terme a été introduit en 1920, donc ça fera bientôt un siècle, hein, que ça a été introduit, donc c'est quand même une notion qui est pas tout à fait neuve, et ça a été introduit, oui, je sais pas ce qui se passe, voilà, ça a été introduit par un dramaturge qui s'appelle Karel Čapek, et qui a écrit une pièce qu'il appelait en tchèque Rozmoví univerzální roboti. Alors, c'est là où il a introduit le mot robot. Alors, d'où vient ce mot robot? Ce mot robot vient, c'était un auteur tchèque, de robota, qui en tchèque veut dire travail, besogne. Hein, et ça se rapporte, disons que ça vient de rob, qui signifie esclave dans la langue slave, et puis d'une racine. Alors moi j'ai fait du russe quand j'étais lycéen, rabotat, qui veut dire travailler. Hein. Donc effectivement, pourquoi il y a une question avec le travail? C'est parce que nous avons des dispositifs qui vont changer le travail, qui vont travailler à notre place. La pièce de Karel Čapek montrait que les robots prenant le travail des hommes, les hommes perdaient en dignité et les robots acquérirent en dignité ce que les hommes perdaient, et ensuite ils prenaient le pouvoir. Alors, on ne va pas parler de ça parce que ça c'est un mythe, mais ce que je vous propose c'est de parler du travail et de ses évolutions. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai convoqué pour essayer d'introduire ça la figure d'une philosophe dont vous avez certainement dû entendre parler, Hannah Arendt, et un livre qu'elle a écrit qui s'appelle en anglais The Human Condition, et en français, la traduction, peut-être pour éviter de confondre cet ouvrage et le roman d'André Malraux, donc c'est la condition de l'homme moderne. À l'intérieur de ce livre, elle parle entre autres de ce qu'elle appelle la vita activa, la vie active qu'elle oppose à la vie contemplative. Et ce qu'elle montre, c'est que dans le monde moderne, cette vie active est en train de se changer. Et je crois que ce qui est intéressant ici, c'est du mal, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle distingue entre trois types d'activités humaines. Et je pense qu'on peut prendre ça comme fil conducteur pour se demander qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec la condition que certains appellent la condition computationnelle, c'est-à-dire la transformation qui est liée à la présence du numérique dans la vie de tous les jours. Donc il y a trois composantes. D'abord, ce qu'elle appelle le labor. Ça veut dire, on pourrait dire en français, le labeur, c'est-à-dire le travail pénible, la corvée. Et c'est associé à la satisfaction des besoins naturels, la subsistance. C'est la contrainte à laquelle l'homme est soumis de devoir s'activer, justement travailler pour survivre. Et elle oppose ça à deux choses. La deuxième chose, c'est l'œuvre, work. La réalisation de mondes, d'objets à l'intérieur desquels les hommes vont vivre. Éventuellement, la réalisation artistique.
Tout ça relève de l'œuvre. Et on voit bien que c'est une catégorie d'ordre différente, et en même temps, il s'agit d'une activité humaine. Et puis il y a une troisième chose qui est essentielle pour Hannah Arendt, c'est l'action. Donc là encore, vous allez me dire, le travail, l'action, c'est la même chose. Non, pour elle, elle distingue. Ce qu'elle appelle l'action, ça résonne avec l'idée d'action politique. C'est ce par quoi les hommes se distinguent les uns des autres. Les hommes sont tous pareils, il y a une unité de la nature humaine, et en même temps, ce qui fait qu'un tel va être un héros, qu'on va se souvenir d'un tel, c'est cette action à l'intérieur de la cité. Alors, bien sûr, tout le monde n'avait pas accès dans le monde grec à l'action politique, elle était réservée à quelques-uns. Donc on peut se demander, bien sûr, qu'est-ce qu'il devient de ces trois catégories? Et c'est ce que je voudrais faire. Alors, pour ça, ce que je propose, c'est de réfléchir donc un tout petit peu à l'évolution de ces différentes catégories, en reprenant aussi, puisqu'on parle aujourd'hui de métier, qu'est-ce que c'est que le métier? Alors j'ai cité une phrase de Valéry qui est, je crois, assez intéressante parce que ça montre un tout petit peu l'ambivalence du métier. Il dit, le métier, ça vient de ministère. Alors, bien sûr, ce n'est pas le ministère au sens gouvernemental, c'est au sens étymologique que je rappelle ici. C'est la charge que l'on doit remplir, c'est-à-dire l'emploi que l'on va occuper. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux emplois possibles. Il y a le ministère, c'est-à-dire la charge, au sens de la compétence que l'on a, la dignité que l'on peut avoir pour remplir la charge. Donc le summum, ce serait le métier de roi. Et puis en même temps, c'est l'outil sur lequel on va exercer cet emploi. On parle du métier à tisser, ou si on cite par exemple Nicolas Boileau, vous vous souvenez, hâtez-vous lentement, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On voit bien d'ailleurs l'opposition entre le métier, ce sur quoi on va travailler, et l'ouvrage, l'œuvre. Donc on est tout à fait dans ce contexte-là. Alors, je voudrais maintenant demander qu'est-ce qui change aujourd'hui, pourquoi il y a une transformation, puisque ça ce sont des vieilles catégories, il n'y a aucune raison de parler de ça aujourd'hui. Alors, pour parler de ce qui change, je voudrais évoquer un travail que j'ai fait il y a quelques années avec la Commission européenne, et ça s'appelait On Life Initiative. Alors, On Life, vous voyez, c'est cette contraction d'être en ligne, et en même temps, c'est la vie qui est en ligne. Et j'avais été invité avec un certain nombre de philosophes et de sociologues dans la Commission européenne pour réfléchir à quelque chose que j'avais trouvé formidable. C'était l'idée de réingénierie des concepts. C'est l'idée qu'il y a tout un tas de notions usuelles qui se transforment et qu'il faut à la fois déconstruire et reconstruire. Alors, bien sûr, les gens qui étaient derrière, c'était entre autres un philosophe italien qui travaille à l'université d'Oxford, qui s'appelle Luciano Floridi, et qui a introduit un certain nombre de notions pour introduire ce qu'il appelle la philosophie de l'information. Et son idée, c'est qu'il y a une méthode générale d'appréhension du monde qui fonctionne par abstraction successive. Et que l'information, ça va nous aider à appréhender les différents niveaux d'abstraction. Donc ça, c'est une première chose, on pourrait se dire d'accord, ça ne pose pas de problème, mais il va plus loin, il dit, à partir de cette méthode d'abstraction, ce qui se passe, c'est que les notions qu'on a abstraites, elles ne restent pas indemnes, elles se transforment. Et donc, il y a deux transformations. D'une part, ce qu'il appelle l'infosphère. Alors, l'infosphère, c'est quoi? C'est l'idée qu'on vit sur la Terre, c'est la lithosphère. Sur la Terre, il va y avoir la biosphère, c'est la sphère du vivant. On peut avoir la logosphère, la sphère des paroles qui sont échangées. Et puis, il y a l'infosphère, c'est la sphère de la circulation d'informations. Cette sphère, elle a toujours existé, mais elle prend aujourd'hui, avec le numérique, une dimension considérable. Et cette dimension considérable va conduire, entre autres, donc c'est bien sûr lié à cette notion d'abstraction, elle va conduire, entre autres, à ce qu'il appelle une réontologisation, ce qui, bien sûr, fait écho à cette notion de réingénierie. Ça veut dire que les notions classiques vont être réinventées. Alors, je vais donner quelques exemples de ces réinventions, mais bien sûr, la question qui va se poser, c'est en quoi le travail lui-même va être réinventé. Alors, réontologisation, donc, j'ai dit d'abord, donc rôle croissant joué par l'infosphère dans notre vie quotidienne. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis ici une image de plante, c'est parce que, peut-être le savez-vous, les plantes sont capables de communiquer de l'information par des signaux chimiques. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'information, l'infosphère a toujours existé.
Il y a toujours eu des échanges de signaux dans la nature. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ça va prendre dans les sociétés humaines une part beaucoup plus considérable que ça prenait auparavant. Et alors, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est cette philosophie de l'information. Alors d'abord, ce n'est pas un réductionnisme numérique, comme on peut le voir chez un certain nombre de philosophes, comme, je ne sais pas si les gens connaissent, Grégory Schettine, c'est un mathématicien, il pense que tout est information. Ce que dit Floridi, ce n'est pas que tout est information, il dit c'est une façon d'appréhender le monde tel qu'il existe. Et en même temps, ce qu'il dit, c'est cette hypertrophie de l'infosphère va conduire à changer les choses. Alors je vais vous donner quelques exemples de transformation. Je pense que c'est tout à fait en écho avec ce lieu ici, qui est ouvert sur le futur. L'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'ancien. Vous avez des traités sur l'amitié chez les auteurs grecs. Mais avec les réseaux sociaux, on devient amis. Alors bien sûr, est-ce que c'est la même chose d'être ami sur un réseau social que ça l'était dans l'Antiquité, d'être ami Et donc c'est cette reconfiguration de l'amitié, bien sûr, qui pose un certain nombre de questions très intéressantes, bien sûr. Et ça change en même temps l'amitié au sens classique, c'est-à-dire qu'on n'a plus la même relation, à la fois on reste en contact avec les gens, et puis d'une certaine façon, peut-être que comme on sait qu'ils vont bien, on est moins intéressé à échanger avec eux. Enfin, toutes ces questions, en tout cas, demandent, je crois, à être pensées. Alors ensuite, les voitures. Je vais prendre un objet. Une voiture, vous allez me dire, ça ne change pas beaucoup. En plus, moi j'ai une théorie sur laquelle la forme extérieure des objets évolue jusque dans les années 70 et elle se fige, effectivement. Vous voyez, une voiture des années 70, ce n'est pas fondamentalement différent vu d'extérieur avec une voiture d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui est différent ? C'est invisible ce qui est différent. C'est toute l'intelligence ajoutée dans les voitures. C'est le fait qu'une voiture, c'est bourré d'électronique, d'ordinateurs au pluriel, avec tout un tas de connexions dans tous les sens, tout un tas de dispositifs comme l'ABS, etc., les techniques pour se garer automatiquement. Si bien qu'on dit d'un ordinateur aujourd'hui, d'une voiture, pardon, que c'est un ordinateur sur 4 roues. C'est peut-être excessif. On devrait d'ailleurs mettre un pluriel. Ce sont des ordinateurs sur 4 roues, puisqu'il y a plusieurs ordinateurs dans une voiture. Alors, on peut aller plus loin, la notion de confiance se transforme avec la blockchain. Alors, je ne vais pas évoquer ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est un fondement de la confiance sociale qui peut évoluer sans tiers de confiance, sans autorité à qui se rapporter. Et puis, on peut aller plus loin, bien sûr, et vous avez la monnaie, bien sûr. Et puis, donc, je pourrais énumérer beaucoup de choses, je vais m'arrêter là. Et la question, c'est... Est-ce que le travail change ? Alors, en quoi le travail change ? Et c'est ça que maintenant, je vais essayer de regarder plus précisément dans ce contexte-là. Alors, pour regarder ça, je vous propose d'abord alors ce sont des évidences, je vais aller très très vite, de rappeler qu'est-ce qui fait le numérique ? Quelle est l'histoire du numérique ? Alors, je vais aller très très vite. Vous reconnaissez ici, c'est Ada Lovelace. Donc certainement beaucoup d'entre vous connaissent, ou en tout cas dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Et donc la naissance de l'ordinateur, je le rappelle, c'est toujours un grand plaisir, c'est que ça date de 1850, c'est-à-dire de la machine de Babbage, ce qui est ancien. Alors après, on va passer à toute vitesse à la cybernétique, donc ça met quand même un siècle de repartir, avec toute la réflexion qu'il y a eu. Ensuite, les premiers ordinateurs électroniques en 1946, la théorie de l'information en 1949, là ça va s'accélérer. Et moi j'ai du mal à accélérer, là je ne sais pas ce qui se passe. Naissance de la traduction automatique en 1952, l'intelligence artificielle qui naît en 1956, le perceptron en 1958, la souris que tout le monde connaît en 1964 à peu près, l'hypertexte en 1960, l'intelligence artificielle sémantique, et ce qu'on a appelé les systèmes à base de connaissances, les sciences cognitives sont les années 70, et puis bien sûr ce qui va m'intéresser, c'est ce qui correspond au monde d'aujourd'hui, le Mac en 84, alors ça c'est tout à fait essentiel, et puis ensuite le web en 90, et puis le web 2.0 en 2005, ça c'est tout à fait essentiel, je ne vais pas insister là-dessus. Et le web 2.0, ça ne veut pas dire qu'il y a un web 3.0, ni un web 4.0. Le web 2.0, ça veut dire que c'est une réécriture du web, et ce n'est pas une réécriture technique,
c'est une réécriture sociale du web. Je n'ai pas le temps d'insister, mais je crois que c'est ça qui est tout à fait essentiel. Il y a beaucoup de malentendus sur ce que c'est. Et puis, bien sûr, on peut dire 2010, 2012 à peu près, la notion de big data et l'essor considérable de l'apprentissage machine. Mais là encore, le progrès technologique en apprentissage, il commence ici. En 1943, avec la naissance de la cybernétique, c'est le début des réseaux de neurones formels. Et ensuite, l'apprentissage sur réseaux de neurones formels, c'est en 58, ici, le perceptron. Et puis ensuite, la rétropropagation de gradients, c'est dans les années 60. Et puis ensuite, bien sûr, le big data, c'est aujourd'hui. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ça, mais je crois que ce qui est essentiel pour comprendre ce qui se passe, les transformations, c'est qu'on est passé d'une société dans laquelle le travail était essentiellement un échange d'énergie. L'ouvrier ici, ça c'est le film de Prydlang, Métropolis, l'ouvrier fait corps avec la machine. Auparavant, vous aviez des métiers qui étaient des métiers de la terre, avec le labour, donc c'était des métiers physiques, et on rentre dans des sociétés de la connaissance où le travail, c'est essentiellement un échange d'informations. Je crois que c'est ça qui est central. Et si je vous ai rappelé l'histoire assez longue de l'information, c'est bien pour montrer qu'il y a un basculement qui se fait pas immédiatement, mais qui se fait progressivement. Et aujourd'hui, ça paraît évident qu'on est dans ce deuxième monde. Et donc, si on veut penser le travail, il faut le penser au regard de cette nouvelle société dans laquelle on est plongé aujourd'hui, qui est ce que j'ai appelé cette société de la connaissance, en reprenant un terme qui avait été introduit en l'an 2000, peut-être vous souvenez-vous, à Lisbonne. Les chefs d'État, plus exactement les chefs de gouvernement européens, se sont réunis pour se dire quelle est cette nouvelle société dans laquelle on rentre. Ils ont dit c'est la société de la connaissance, et on dit on va faire en sorte que l'Europe soit un acteur dominant dans cette société de la connaissance, puisqu'on a une tradition de connaissance, et donc 15 ans après, 16 ans après, on peut constater, petit 1, qu'ils avaient une bonne intuition, ils avaient bien compris ce qui se passait, mais petit 2, que c'est des hommes politiques complètement à côté, puisqu'ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait, et je ne pense pas que l'Europe, dans ces 15 dernières années, ait gagné des rangs dans les nations, dans cette société de la connaissance. Je crois que c'est plutôt l'inverse, il y a une forme de régression de l'Europe, et je pense qu'il faut essayer de transformer les choses certainement, mais il faudrait savoir comment procéder. Alors maintenant, on va regarder en quoi le travail se transforme, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc d'abord, passage d'une dépense physique. Ici, vous voyez, toujours dans le film de Fritz Lang, l'homme qui est épuisé, à un moment donné, il va sur le temps de la machine, n'est pas le temps de l'homme, et il s'affronte à l'horloge, justement, pour essayer de plier la machine. Bien sûr, il n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, on a quoi? Eh bien, on a toujours un problème de temps, mais ce temps, c'est plus un temps physique, c'est d'une certaine façon un temps cognitif. L'épuisement aujourd'hui, ça n'est plus l'épuisement de la machine physiologique, mais c'est l'épuisement du mental. La maladie aujourd'hui, c'est la dépression nerveuse. Et c'est bien sûr ça la première chose qui change dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. C'est pour ça que j'ai cité le Web 2.0. Il va y avoir un changement dans l'organisation du travail. Ça, c'est tout à fait essentiel, avec entre autres les ERP, Enterprise Resource Planning. Ce qui va se produire, c'est que les relations hiérarchiques, les relations d'autorité, l'organisation générale de la société se transforment. On arrive à des sociétés horizontales. J'avais travaillé il y a quelques années sur une notion qui me semblait intéressante, qui était la notion de surveillance, qui s'opposait à la surveillance. La surveillance, c'est celui qui est au-dessus, qui regarde et qui utilise l'information qu'il a pour dominer. Et la surveillance, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, où tout le monde prend de l'information. On pourrait dire que tout le monde a le pouvoir. Non, tout le monde n'a pas le pouvoir. En réalité, celui qui a le pouvoir, c'est plus celui qui a l'information, c'est celui qui attire l'information. Le simple fait d'attirer les regards vous donne une situation dominante, situation risquée certes, mais en même temps c'est aussi ce qui permet d'être rétribué. Là, Google par exemple, ou les grands acteurs de l'Internet, ils ont leur modèle économique est foncé sur cette notion
de regard. Et puis, bien sûr, lié à ça, cette idée de transparence, c'est pour ça que je parlais de surveillance, qui est quelque chose de tout à fait central aujourd'hui, lié à l'information. On a des circuits complets d'information, mais cette transparence, elle se double d'une forme d'opacité, puisque nos capacités cognitives, qui sont aujourd'hui les ressources rares, sont limitées, et donc tout est à disposition, simplement, c'est ce qui va être le plus mis en évidence, qui va être visible, puisque le reste, ce sera perdu, ce sera noyé. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où le problème, c'est l'opacité liée à la surinformation. Je crois que c'est ça. Donc, changement dans l'organisation du travail, et puis modification dans la conception. Et ça, c'est tout à fait essentiel, c'est ce qui explique l'intérêt, l'importance du big data, c'est que, contrairement à ce qui se produisait avant avec des relations hiérarchiques, et puis une direction qui soumettait un projet à des ingénieurs qui concevaient le projet, ensuite des chaînes d'ouvriers qui réalisaient le projet, donc quelque chose de hiérarchique, et puis des utilisateurs en bas qui utilisaient le projet, et ils utilisaient parce qu'on leur disait qu'il n'y avait rien d'autre que cette chose-là. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. On a affaire à une surabondance d'offres. Et donc, qu'est-ce qui importe ? Ce qui importe, c'est de concevoir, de regarder comment les choses sont utilisées et de modifier la conception dynamiquement. Et pourquoi ça c'est important ? Parce que c'est ce qui va permettre de répondre le mieux, comme l'offre est pléthorique, et d'adapter les produits. On a énormément de métiers qui sont liés justement à ce travail qui est un travail de récupération de l'information. On vous demande en permanence votre avis. Pour cette raison-là, la logique de la conception aujourd'hui est liée à ces retours d'usage permanents. Et en même temps, ces retours d'usage sont importants parce que c'est aussi, on est dans des sociétés très fragiles, où une rumeur peut tout transformer du jour à l'autre. On le voit avec les élections, en quelques jours comme ça, des hommes basculent. Et il faut être capable de récupérer l'ensemble de ces bruits pour travailler dessus. Là encore, ce sont ces nouveaux métiers. Le big data est lié à ça. Au départ, c'est lié à toutes ces choses-là. Et je mentionne ici ce qu'on appelle user-centered design, qui a joué un rôle très important et qui continue à jouer un rôle extrêmement important, cette conception centrée sur l'utilisateur. Alors, je voudrais maintenant reprendre les catégories que nous avions tout à l'heure. 3 catégories, le labor, le work et l'action. Le labor, donc, c'est le travail pénible. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces différentes techniques permettent d'automatiser un certain nombre de tâches pénibles. C'est ce qu'on voit ici. Donc, j'ai dit, avec, entre autres, le fait qu'on utilise de l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui est répétitif est susceptible d'être automatisé. Donc, ça pose, bien sûr, une question inquiétante. Quels sont les métiers qui vont rester ? Mais en tout cas, ce qui est de l'ordre de la corvée, c'est-à-dire de ce qui se fait de façon systématique, ça disparaît. Ça a des aspects positifs, ça a des aspects négatifs que l'on connaît. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ici, c'est un réseau de neurones formels. Et ce réseau, il est ce qu'on appelle les réseaux profonds. Les réseaux profonds, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de couches. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que quand vous réalisez ces réseaux profonds, il faut une grande compétence. Parce que ça n'est pas juste une boîte que vous sortez, puis vous mettez le deep learning et paf, vous automatisez. Ce n'est pas du tout comme ça. Ces réseaux profonds, ils sont configurés. Je vais donner un exemple ici. C'est celui de la reconnaissance de visage. Il y a aujourd'hui des algorithmes qui sont capables de travailler ils apprennent sur 200 millions d'images. Vous vous rendez compte ? C'est ce que fait le système FaceNode de Google. Et il obtient des performances éblouissantes. Il reconnaît les visages à 99,63%. Donc c'est extraordinaire. Mais ça ne sort pas de la poche. Pour faire ça, on réalise un réseau qui a à peu près 13 couches. Et ces différentes couches, certaines sont paramétrées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont fixées avec des opérateurs, comme des convolutions, comme des filtrages. Et ensuite, il y a des couches qui sont apprises automatiques, qui font de l'apprentissage automatique. Pour réaliser ça, il a fallu faire énormément d'essais, d'erreurs. Il faut énormément de compétences. Et donc, ça, c'est un exemple de ces nouvelles compétences. C'est une œuvre, au sens, c'est un objet dans le monde des objets qui est réalisé avec tout un tas de connaissances initiales. Donc, les nouveaux métiers, bien sûr, ils se retrouvent ici, mais ce ne sont plus simplement des métiers d'exécution, ce sont des métiers de conception.
Je crois que c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là. Alors, bien sûr, on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans le monde, puisque certaines personnes nous disent tous les métiers disparaissent. Alors, on va prendre un exemple très intéressant qui est celui de la banque. La banque, alors peut-être vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, pour les autres vous ne vous souvenez pas, mais avant dans les banques il y avait des caissiers. Peut-être vous les avez vus dans les films, les caissiers. Ils étaient souvent dans des cages. Vous vous souvenez des caissiers, pour les plus vieux. Et donc, ces caissiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils comptaient l'argent et ils vous donnaient de l'argent. Et en général, bien sûr, on les voit dans les vieux films de hold-up, parce que c'était les caissiers qu'on attaquait, puisque c'était là où était la caisse. Il fallait rentrer dans la caisse. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des caissiers dans vos banques? Non, il n'y en a plus. Donc on pourrait se dire, s'il n'y a plus de caissiers, il y a beaucoup de chômage. Non, il n'y a pas eu de chômage dans les banques. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement réorganisé leur travail. Alors d'abord, ils ont multiplié les agences. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on est en train de les supprimer, mais peu importe, parce qu'il y a les banques en ligne. Mais à une époque, ils ont multiplié les réseaux d'agences, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Et puis, il y a de nouvelles compétences qui ont joué un rôle extrêmement important dans les banques et qui sont liées au déploiement de l'informatique. Et donc, c'est ça, je crois, qui est tout à fait essentiel, c'est de comprendre qu'on arrive à des mutations totales de l'organisation du travail avec de nouveaux métiers qui vont intervenir et d'anciens métiers qui vont disparaître. Alors, je voudrais aller plus loin et dire que, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'on a des évolutions générales dans l'économie. Et cette évolution générale, je l'ai essayé de la décrire de façon un peu emblématique ici, avec cette... Ah zut, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette image qui est... Alors vous voyez peut-être, vous ne reconnaissez pas, c'est lié à un roman de Zola qui s'appelle Le Bonheur des Dames. Et c'est quoi? C'est les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, c'était le début de la société de consommation de masse. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que ça voulait dire qu'on essayait de faire ce qu'on appelle en littérature un best-seller, vous voyez, un modèle pour tous. Et d'ailleurs, si je parle de La femme sans tête, c'est en référence au début du Bonheur des Dames. Vous avez dans la vitrine un mannequin avec du prêt-à-porter, c'était le début du prêt-à-porter, et à la place de la tête, vous aviez une petite affichette avec le prix. Mais l'idée, c'est que les mensurations étaient standardisées et vous aviez un certain nombre de possibilités. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien qu'il n'y a plus un modèle, il y a plein de modèles, on est capable de fabriquer à la demande. C'est ça, la réalité contemporaine. Donc on n'est plus dans le domaine, on est plutôt dans le domaine de ce qu'on appelle la longue traîne, avec une multiplicité de modèles pour chacun. Bien sûr, la question, c'est que dans cette prolifération de possibles, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui va intéresser chacun d'entre vous. Et pour ça, il faut essayer de le cibler, il faut essayer de le profiler. Vous savez, le terme profilé, il vient des policiers américains, des psychologues qui essayaient de déterminer le profil psychologique du meurtrier à partir d'un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, j'ai dit c'est la femme sans tête, donc il y avait à la place de la tête une affiche, et là, c'est la femme sans tête au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de têtes. Et en fait, il s'agit de trouver, à travers vos activités, quel est votre profil pour essayer d'anticiper votre désir. Et c'est ça, bien sûr, la réalité de l'avenir. Et donc, tout est transformé par ça. Et puis, bien sûr, à partir de ça, on fait appel aux techniques de web participatif, de crowdsourcing, pour récupérer l'information, ce qui est tout à fait essentiel. Alors, sur l'emploi, bien sûr, ça a des conséquences non négligeables, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que, j'arrive pas à passer la photo, c'est qu'il y a une disparition des classes moyennes, c'est-à-dire que les métiers de pure exécution ont tendance à disparaître, puis on va avoir deux types de métiers. On va avoir des métiers extrêmement bien rémunérés, avec beaucoup de compétences, ça correspond un peu au work d'une certaine façon, et puis des métiers de service. On va revenir sur ces métiers de service pour conclure. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent qu'il y a une disparition de 50% des emplois d'ici 30 ans. Donc ça, quand on regarde les travaux de Moshe Vardi, ça se fonde sur rien du tout. C'est juste une intuition. Et comme j'essaie de vous le montrer sur la banque, les choses sont beaucoup plus compliquées. On n'est pas du tout sûr que les emplois disparaissent. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que la nature du travail va se transformer. Alors je voudrais terminer ici. Donc on rentre dans des sociétés de connaissances, ça c'est important, avec des hybridations des savoirs, et les nouveaux métiers, ils sont sur ces hybridations des savoirs. On est en train à l'université de monter une licence lettres et informatique
Parce qu'on a l'impression que justement, il faut avoir les deux compétences aujourd'hui, à la fois dans les humanités et dans le domaine des technologies. Alors, je voulais terminer là sur... ah oui, puis la formation, bien sûr, est tout à fait essentielle. C'est-à-dire qu'à une époque, surtout en France, on commençait, on faisait de bonnes études dans une bonne école, et ensuite, on était assuré d'avoir un métier pour la vie. Aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qui change, c'est-à-dire que l'évolution des techniques fait que lorsqu'on a 18 ans, on ne peut pas savoir, ou lorsqu'on a 20 ans, on ne peut pas savoir ce qui se passera lorsqu'on aura, dans 30 ans plus tard, lorsqu'on aura 50 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être capable de se reformer en permanence, et ça, c'est tout à fait essentiel, et je crois qu'il faut penser à l'intérieur du travail cette capacité à évoluer dans le temps et être capable de se reformer. Alors maintenant, si je reviens à la conclusion sur la réinvention du travail, et je terminerai là-dessus. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la condition humaine, et maintenant on va parler de la condition numérique, la condition de l'homme à l'âge numérique. Et donc on va se demander quelles sont ces trois catégories qu'avait introduit Hannah Arendt sur caractériser ce qu'elle appelle la vita activa, qui était le labor. Qu'est-ce que ça devient pour la subsistance? Donc est-ce qu'on n'a plus besoin de labor? Non, ce n'est pas tout à fait vrai malheureusement. Mais en tout cas, l'évolution, c'est quoi? C'est qu'un certain nombre d'activités physiques disparaissent. L'homme au travail, tel qu'on pouvait le représenter au XVIIIe, au XIXe, avec la charrue, etc., ça a tendance à disparaître. Bien sûr, il y a encore des gens qui travaillent la terre, mais il n'y a plus d'efforts à fournir. Il y a des automatismes qui vont se substituer à ça. Mais en revanche, il y a un autre type d'activité qui demande au corps d'être présent, ce sont des activités de service. Et effectivement, il y a des métiers comme les hôtesses, comme les coiffeurs. On pourrait dire qu'il y a un très beau texte de von Kleist sur le montreur de marionnettes. Et alors, justement, il explique qu'il y a justement une grâce dans la marionnette qui est très, 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 très grande. Et il dit, à partir du moment où on réfléchit, on perd un peu cette grâce. Et donc, voilà, il y a des métiers dans lesquels, bien sûr, on demande la présence physique qui soit là et qui est tout à fait essentielle. Et l'une des questions, bien sûr, que les gens posent, c'est, dans l'avenir, peut-être que ces métiers resteront. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls métiers. Il y a bien d'autres métiers qui vont rester et qui vont être créés. Et ça, ce sont plutôt les métiers qui correspondent au work, c'est-à-dire à l'œuvre, à la création d'objets. J'ai parlé tout à l'heure de ce monde moderne avec toutes ces compétences nouvelles qui doivent être acquises pour pouvoir mettre en œuvre ces différents dispositifs. Ce sont des compétences extrêmement ardues pour lesquelles il faut énormément de travailler. Donc effectivement, quand on parle de cette évolution de la société, on peut craindre qu'il y ait une disparition des activités classiques, qui sont les activités répétitives qu'il y avait dans l'entreprise, qui correspondaient aux États-Unis, par exemple, aux classes moyennes. Et on sait qu'il y a un problème avec les classes moyennes aux États-Unis et que ça explique certainement les mouvements actuels. Des gens très compétents d'un côté, et puis ensuite des gens qui ont des activités de service qui sont assez précaires et qui ne sont pas très très satisfaits. Donc je crois que ça c'est important, avec l'ingénierie, la réingénierie. Alors je dis, fin de la segmentation, c'est que pendant longtemps justement il y avait dans ces domaines-là, on avait une compétence à l'intérieur de son entreprise ou de son domaine. Maintenant avec le numérique, le problème c'est que les choses sont duplicables à l'infini. Et donc, si on a une compétence sur une technique d'apprentissage, il faut être le meilleur, parce que c'est en étant le meilleur qu'on va pouvoir avoir du travail, qu'on va pouvoir avoir son œuvre qui va être diffusée dans le monde entier. Et donc, bien sûr, ça change complètement la nature de ces métiers, parce que justement, le numérique, le propre du numérique, c'est que tout est dupliqué à l'infini. Donc, voilà. Et puis pour terminé, donc, je voulais dire, le troisième point, c'était l'action, la troisième catégorie. C'était homme entre les hommes, l'action politique. Alors on peut se dire, est-ce qu'elle disparaît? Ce que nous racontent très souvent les grands acteurs de l'Internet, c'est que ça a tendance à disparaître. Ça a tendance à disparaître parce qu'ils disent, nous, on ne peut plus rien faire, la technologie se déploie de façon automatique, et puis les hommes politiques sont là en train de suivre, etc. Mais je crois que, bien sûr, ils veulent nous jeter de la poudre aux yeux, parce que je crois que ce sont eux, ce sont ces grands acteurs de la technologie
qui aujourd'hui ont le pouvoir, puisque c'est eux qui agissent, ils transforment le monde, et en particulier, je crois que, et c'est ça qui est vraiment grave, sur quoi il faut réfléchir, c'est que ce qui correspondait à ce qu'on appelle les attributs régaliens de la souveraineté, c'est-à-dire ce qui était le privilège de l'action de l'État, qui était d'agir, par exemple, dans le domaine de la sécurité intérieure, dans le domaine de l'économie, avec la battre-monnaie, dans le domaine de la justice, tout ça, ce sont ces acteurs de l'Internet qui sont en train d'assumer un certain nombre de ces prérogatives. Et donc, l'action ne disparaît pas, l'action politique, mais maintenant, c'est la technologie qui assume un certain nombre de ces actions. Merci. Merci beaucoup Jean-Gabriel. Je vais inviter Yves Armel en fait, à nous rejoindre sur scène, notamment pour commencer à créer le lien entre cette introduction générale qui nous remet en perspective un peu le sujet global sur la réinvention du travail et la reconnexion avec tout ce qu'on va faire pendant 2 jours autour du design fiction et autour du travail sur les métiers émergents. Je te laisse la parole. Merci. Donc, merci Jean-Gabriel pour tous ces éléments. Peut-être quelques petites questions pour qu'on se rende un peu de manière plus concrète en quoi ça va nous toucher. Je rappelle que dans la salle, on a aussi des représentants de grandes entreprises, on a aussi des lycéens qui viennent pour travailler avec nous et qui peut-être se demandent comment tout ça va les concerner. Alors déjà, en termes de compétences humaines, de métiers, à votre avis, sur ces tendances que vous décrivez, qu'est-ce qui va être le propre du travail humain par rapport à cette articulation avec les machines? Quelles sont nos composantes humaines qu'on va devoir développer et mettre en valeur dans notre métier demain? Alors, j'ai dit, il y a 2 choses. Il y a petit 1, je crois, la disparition de l'aspect physique, ou en tout cas de la force physique, qui ne joue plus du tout de rôle aujourd'hui. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel, parce que pendant longtemps, c'était la chose importante dans les métiers. Et puis, en revanche, d'autres compétences qui vont être à la croisée à la fois du numérique, qui est présent partout, l'utilisation numérique, et puis des compétences aussi variées que possible. J'ai parlé à un moment d'hybridation des savoirs. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et tous les métiers peuvent être transformés. Quand je parle de réontologisation, c'est que on va pouvoir les repenser. Vous pouvez donner 1 ou 2 exemples concrets de métiers pour que ça parle un petit peu? Un premier exemple, le journalisme. Pendant longtemps, le journaliste, c'était... Je me souviens qu'un jour, j'avais écouté, il y a quelques années, au Sénat, il y avait quelqu'un qui s'appelait Vaillant, je ne me souviens plus de son prénom. Enfin, un journaliste très très connu. Et puis là, il y avait quelqu'un qui parlait des autoroutes de l'information. C'est il y a longtemps. Et alors, moi, ça m'énervait parce que je trouvais que, bien sûr, c'était caricatural l'opposition entre les deux. Et alors, donc, ce journaliste de la radio disait « Ah, vous savez, moi, le matin, je fais mon travail, je prends mes journaux avec mes croissants, mes journaux qui tâchent, la graisse sur les journaux, je fais ma revue de presse. Ça, c'est le métier de journaliste. » Et justement, le métier de journaliste, ça n'est ni être envoyé spécial aujourd'hui, ça n'est ni effectivement lire ses journaux en papier, ça n'est pas non plus être éditorialiste dans un grand journal, parce que là, il y en a très très peu. Pourtant, c'est ce qui faisait rêver il y a quelques années la plupart des étudiants en journalisme. Mais en revanche, c'est d'être capable de parcourir Internet, de regarder toutes les sources d'information, et puis ensuite d'utiliser des outils de fouille de données pour être capable de donner sens à cette information, d'interpréter des bases de données pour essayer de vérifier telle ou telle hypothèse. Donc tout ça demande de nouvelles compétences, et c'est ce qu'on appelle le data journalisme, c'est-à-dire à la fois cette capacité à écrire, à scénariser une information, mais aussi cette capacité à chercher sur ces bases de données et éventuellement à prouver ou à invalider un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites. Voilà, ça, je pense, c'est un exemple. Et sur la question de l'intelligence artificielle, de l'IA, que vous avez cité à un moment, quand vous présentiez cet algorithme qui reconnaît les visages, on a l'impression que celui qui a le métier, celui qui travaille, c'est la machine. Et du coup, et que la machine, on a
est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le travail du col blanc? Ouais, alors ça c'est très intéressant. Qui travaille dans cet exemple-là? Alors, petit 1, effectivement, tout ce qui est automatisable va être automatisé. Et donc, il y a un certain nombre de cols blancs qui ont des métiers répétitifs qui pourront être effectués par des machines. Mais en même temps, la conception de ces machines, elle, demande tout un tas de compétences nouvelles. Je vais vous donner un exemple. Alors sur la reconnaissance des visages, on peut dire oui, bon, bien sûr, dans les boîtes de nuit, il y avait des gens qui reconnaissaient les gens qui étaient connus. Bon, maintenant, on pourra avoir des machines. Non, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Je vais parler de quelque chose de beaucoup plus, me semble-t-il, quelque chose qui est beaucoup plus parlant que ce type d'illustration sur les nouvelles compétences que l'on peut acquérir. C'est dans le contexte du jeu de Go. Vous vous souvenez que l'an dernier, vous avez eu une machine qui a battu le meilleur joueur au monde de Go. Et vous avez vu, tout le monde se souvient de la personne qui a gagné le jeu de Go, Lee Sedol. Vous vous souvenez ? Enfin, pardon, de celui qui a été battu par le jeu de Go. Mais malheureusement, on se souvient moins de la personne qui a fabriqué cette machine. Or, cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui est un Anglais, qui est un fils d'immigrés, qui est, je crois que sa mère est d'origine de Thaïlande, son père est d'origine du Maroc, et il a eu une passion qui était de réaliser ces réseaux de neurones formels. Et il a pensé que c'était extraordinaire. Il est arrivé à convaincre les gens de Google qui lui ont donné les moyens de réaliser ce type de choses. Ben ça, et qui a monté une équipe avec, je crois, une centaine de personnes pour réaliser ça. Et tout ça, ça demande des compétences, ça demande des passions, ça demande des métiers. Et donc ça n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Je crois, contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que l'apprentissage, c'est juste une boîte qu'on sort, l'intelligence artificielle, c'est juste un module qu'on va mettre quelque part et qui tout d'un coup va être intelligent. Non, ce sont des hommes qui fabriquent ça, ce sont des hommes qui ont des compétences, et des compétences multiples, pas uniquement des compétences en mathématiques, pas uniquement des compétences en informatique, mais des compétences dans les différents domaines dans lesquels ils travaillent. Et je pense que s'il y a des métiers de l'avenir, c'est sur cette hybridation des savoirs qu'ils seront. Si je peux me permettre de rebondir sur ce dernier point, sur l'hybridation des savoirs, moi j'ai le sentiment que depuis la révolution industrielle, on a eu toute une évolution de la société où on a traité nos problèmes ou notre productivité en découpant tout en tranches. C'est-à-dire qu'on a taylorisé le travail, on s'est de plus en plus spécialisé dans des domaines, on est devenu un col blanc ou un col bleu, on travaille avec son corps ou on travaille avec son savoir, et on a tout découpé en tranches. Il n'y a qu'à voir nos organigrammes dans nos grandes organisations, on voit qu'on est, on est spécialisé sur un domaine, et cette fragmentation des savoirs, l'hyperspécialisation, la fragmentation de la société, j'ai le sentiment qu'on est un peu arrivé au bout de ça, et à la limite l'hyperfragmentation c'est le 0,1 du numérique, et qu'on est plutôt actuellement en train de rebondir et de reconstruire sur justement de l'intégration. Il y a beaucoup de nouvelles valeurs, que ce soit économiques ou sociales, qui sont beaucoup plus transversales, où on est moins pris sur notre spécialité. Parce que la problématique d'être hyper spécialisé, c'est que si on est très spécialisé, il y aura toujours une machine pour nous battre. Si c'est pour mettre en boîte quelque chose ou si c'est pour optimiser les poids sur un tableau de Go, on finit par être battu par une machine. Et je pense que si on veut regarder les métiers de demain, il faut non plus penser ça comme étant une couche de vagues, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague du savoir, qui ont été une très bonne analyse pendant un temps. Mais maintenant, il faut se recentrer sur l'homme. Et quand on se recentre sur l'homme, quand on travaille, on doit faire appel à toutes nos composantes. Et on a dans notre société un gros focus quand même sur le mental, c'est-à-dire que sur le cognitif, comme si c'était ça le cœur de notre identité d'homme. Or, on est un homme avec notre corps, notre expérience corporelle, avec notre sensibilité, notre relationnel. Et par exemple, le Web 2.0, ce n'est pas juste de l'information, c'est d'abord une recherche de relations les uns avec les autres. Il y a effectivement le cognitif et puis il y a le sens que l'on donne au travail. Et j'ai l'impression que les métiers de demain essaieront de nous aider à réintégrer toutes ces dimensions de l'être
Et par contre, on aura des aides, comme on avait un marteau, on aura une intelligence artificielle, on aura des technologies, mais on va travailler beaucoup plus sur l'intégration de la personne, sur l'ensemble de ses compétences. Et il y a d'ailleurs des mouvements actuellement dans la société, un peu de réaction face à cette hyper spécialisation. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « L'éloge du carburateur », qui est fait par, j'avais noté son nom, je n'ai pas la mémoire des noms, mais qui est fait par Matthew Crawford. Lui, c'est un philosophe. Il était dans un think tank et maintenant, il répare des motos. Il continue de faire de la philosophie, mais par contre, il dénonce un petit peu le focus trop fort qui est la valorisation de la connaissance par rapport à l'intelligence pratique. Or, quand on travaille, on met en jeu plein d'intelligences. De l'empathie, une intelligence relationnelle, de la mémoire, et un rapport à l'espace, une intelligence musicale et rythmique. Donc il y a différentes sortes d'intelligence dont on est privé quand on est regardé que sur un seul angle. Et c'est d'ailleurs une des causes des souffrances au travail actuellement, pas simplement la pression, mais le fait qu'on n'est pas pris dans notre intégrité. Et il me semble qu'une nouvelle manière de penser les métiers de demain, c'est de les centrer sur l'intégrité de la personne et de ne pas avoir peur de la machine qui, du coup, ne sera jamais humaine sur tous ces points-là. Et on pourra créer une symbiose efficace entre la machine, là où elle est efficace, et l'homme dans toutes ses dimensions de l'être. Oui, alors, peut-être pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et sur le malentendu qu'il peut y avoir, puisque le terme intelligence artificielle est employé soit avec un article défini, soit avec un article indéfini. Cette subtilité grammaticale, en réalité, a des conséquences assez importantes. Avec un article défini, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui permet de simuler, plus exactement, qui a pour volonté, pour horizon, de simuler nos différentes capacités cognitives, à la fois pour mieux comprendre notre intelligence, mais aussi pour essayer d'utiliser cette simulation sur des machines pour les besoins quotidiens. Par exemple, j'ai parlé de la reconnaissance des visages, la reconnaissance vocale, le raisonnement automatique, la compréhension du langage. Tout ça sont des capacités cognitives qu'on est capable de simuler sur une machine et qui ont transformé le monde. C'est une discipline qui a 60 ans, elle est née en 1956, et je crois qu'il n'y a pas d'autre discipline qui a autant changé le monde que celle-là. Le web, ce qu'on oublie, c'est que ça vient de l'intelligence artificielle. Le web, c'est de l'hypertexte couplé au réseau, et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire conçu avec des techniques d'intelligence artificielle en 1965. Mais ensuite, on nous parle d'une intelligence artificielle. Alors là, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait un automate qui va rivaliser avec nous et nous doubler. Or, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se produisent, puisqu'on réalise différentes compétences, on simule différentes compétences, mais on n'a pas d'entité qui va être rivale de nous, même si on fait des logiciels, ce qu'on appelle des chatbots, des logiciels de dialogue, qui joueront certainement un rôle important dans l'économie du futur, avec cette idée qu'on va commander sa pizza de chez soi, etc. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça marchera, mais enfin, on peut supposer ça, mais ça ne veut pas dire que ce sera un alter ego. Et effectivement, comme vous le disiez, je crois que ce qui est important, c'est de savoir comment ces différents modules vont nous aider dans nos activités. Et justement, je crois que la maturité par rapport à l'intelligence artificielle, c'est justement de dominer ces différents modules pour savoir quelles en sont les limites, quelles en sont les fonctions exactes et ne pas se laisser abuser par ça. Pour donner un exemple plus concret, je voudrais citer l'utilisation abusive qui est faite aujourd'hui des systèmes prédictifs fondés sur l'apprentissage artificiel. Donc on peut utiliser ce que j'ai montré, le deep learning, pour tout un tas de choses. Reconnaître des visages, ça peut être très utile. On peut l'utiliser éventuellement pour déployer la police dans les villes en se disant on va faire des études pour voir où est-ce qu'il y a le plus de danger. Mais ensuite, aux États-Unis, et ça commence à venir en Europe, on les utilise à toutes sortes d'usages qui sont extrêmement désagréables. Par exemple, dans la banque, on utilise ces systèmes pour vous donner un prêt et pour calculer le taux du prêt. On se dit, s'il y a du risque, le taux du prêt sera plus fort.
Alors on pourrait se dire, bon, ok, c'est bien, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va prendre comme critère d'entrée, par exemple, le code postal. On va dire, si vous habitez dans le 93, statistiquement, il y a plus de gens qui défaillent, donc ça va être plus cher. Donc ça, c'est quelque chose de totalement injuste, puisque ce n'est pas lié à votre personne, le fait que vous habitiez dans le 93, ce n'est pas lié à votre histoire. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est maîtriser suffisamment ce type de système, quelles sont les entrées de ces systèmes, quels sont les objectifs de système, pour les dénoncer et pour essayer de les utiliser à bon escient. Je pense que c'est un défi pour l'avenir. Bien sûr, pour ça, il faut énormément de compétences. Alors, pour ce système de prédictif, j'ai cité un exemple dans les prêts de la banque, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut penser que l'assurance, de plus en plus, elle va être fondée sur des systèmes prédictifs, ce qui risque de changer la nature même de l'assurance. Peut-être qu'il faudra se battre pour qu'il n'en aille pas ainsi et qu'il reste une solidarité. Et puis, on utilise même ça dans le cadre de la justice, mais bon, là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Un autre point, moi, qui me semble intéressant sur nos rapports aux technologies et au numérique, c'est que non seulement ça nous fait gagner en efficacité sur un certain nombre de secteurs, mais c'est une expérience qui est commune à chacun. Donc c'est plus une affaire de spécialiste, tout le monde est touché par le numérique, l'utilise. Et du coup, on a une expérience sociale commune qui a changé. Et notamment, ça a changé effectivement notre rapport à l'information, notre rapport à la relation les uns aux autres, mais aussi un rapport au temps. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les écosystèmes numériques est extrêmement accéléré. Il y a des phénomènes, par exemple, les phénomènes de la viralité, comment une idée se transmet, ou comment elle est répliquée, etc., qui étaient là depuis toujours. Mais le fait qu'on soit dans des écosystèmes numériques, ça circule extrêmement vite, et du coup, on en est conscient. On voit apparaître les idées, on voit émerger, donc les phénomènes qui sont émergents, qui relèvent des sciences de l'émergence, on les voit apparaître devant nous. Et c'est une expérience qui est partagée par tout le monde. Et du coup, on peut partir, ça devient une culture commune. Et donc, la société changeant au titre de sa culture, ça veut dire qu'on peut construire là-dessus. Et c'est ça, à mon sens, qui va transformer beaucoup les organisations et nos manières d'exercer nos métiers. Si on prend l'économie collaborative ou des systèmes comme ça, je vais vous donner un exemple, la question de l'open source. L'open source, le fait de mettre en commun gratuitement le contenu du travail que l'on fait pour que d'autres le reprennent et y contribuent, c'est assez contre-intuitif au départ. On a plutôt tendance à protéger son travail pour le revendre une deuxième fois. Et le fait qu'on ait un bénéfice, souvent, il a très long terme. Grâce à l'open source, on a vécu qu'effectivement, en se mettant ensemble, on était gagnant-gagnant et on était plus fort parce qu'on colonisait l'espace et on mettait en commun nos savoir-faire. Et cette expérience de l'open source, une fois qu'on l'a eue, on la transmet ailleurs. Il y a des gens qui font des machines agricoles en open source, par exemple, et qui expliquent dans des logiques de maker. Donc on sort du logiciel, on est dans la fabrication. Et donc en fait, c'est une culture qui vient du numérique, qui se transmet dans la société. Toute l'économie collaborative, tous les mouvements des makers, etc., sont en train de se transférer dans d'autres secteurs d'activité. Et je pense que la technologie est en train de transformer nos organisations, nos métiers, non seulement par ses capacités techniques, mais par l'expérience commune nouvelle que nous vivons. Et je pense que là-dessus, on peut miser peut-être pour explorer nos nouveaux métiers. Oui, tout à fait. Mais il y a deux choses que m'évoque ce que vous venez de dire. La première, c'était un peu une déception quand j'ai commencé à faire de l'informatique, que je racontais ce que je faisais à mes copains. Je les épatais. Les ordinateurs que j'avais dans mon laboratoire, personne ne savait ce que c'était. Ils n'existaient pas ailleurs. Et quand je leur expliquais que j'utilisais Internet, alors c'était trop compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas, ils me prenaient pour un fou. Je leur expliquais, je travaillais sur un ordinateur à Stanford. Je veux dire, ça leur paraissait complètement absurde. Enfin, je veux dire, ils ne comprenaient pas. Et puis, bon, avec les années passant, bien sûr, ces choses se sont diffusées. Maintenant, j'utilise la même machine dans mon laboratoire que la plupart d'entre vous et d'entre nous. Et donc, c'est un peu décevant pour moi. C'est une expérience partagée, justement. J'ai plus de quoi me vanter. Mais... la chose la plus étrange qui m'est arrivée, c'est le jour où j'ai vu une URL sur une publicité dans le métro. Parce que pour moi, c'était de l'ordre du professionnel. Et tout ça a complètement changé. Alors maintenant, je vais aller plus loin sur le partage. Je suis d'accord avec vous. Et en tant que scientifique, par exemple, il y a tout un tas de disciplines, ce qu'on appelle les sciences participatives, qui bénéficient du partage par le crowdsourcing. Et c'est extrêmement important. Alors ça a quoi comme intérêt ? C'est l'intérêt qu'on va pouvoir former tout un tas de gens à l'activité scientifique. Ça va
ils vont avoir un rôle particulier, bien sûr. Ce n'est pas obligatoirement un rôle ancillaire, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être soit simplement des capteurs, hein, on dit c'est des capteurs, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est des observateurs aussi. Il y a une interprétation. Et puis on peut même avoir du crowdsourcing avec des sciences participatives et des gens qui peuvent contribuer vraiment à, par exemple en mathématiques, il y a Polymath, c'est un site sur lequel les gens peuvent contribuer à la résolution d'un certain nombre de problèmes, à la démonstration d'un certain nombre de conjectures. Et bien sûr, ça change un certain nombre de dimensions de la science, ça permet de mieux faire comprendre ce qu'est l'activité des scientifiques. Et ça veut dire effectivement que les métiers sont différents, mais ça veut dire aussi, je parlais de la vita activa, qu'il y a dans l'activité sociale, à la fois ce qui relève du métier, qui fait gagner sa vie, mais aussi des activités qui peuvent être passionnantes, qui peuvent servir à l'éducation et qui ne relèvent pas uniquement de l'activité salariée, hein, et donc qui sont de l'ordre de l'amateurisme, qui peuvent jouer un rôle très important dans la société du futur. Merci bien. Merci Jean-Gabriel, merci Yves Armel. On va passer à un mode un peu différent, beaucoup plus participatif, parce que là vous étiez tous assis à écouter pendant 1 heure. L'idée c'est que maintenant on se mette tous en mouvement et qu'on s'immerge dans la thématique. Pour ça, on va continuer à être tous ensemble toute la matinée. Il y a 10 stands en fait, je vais laisser Yves Armel entrer dans le détail, mais en fait il y a deux grandes séquences dans cette journée. Ce matin on est vraiment dans une immersion dans les métiers du futur, donc autour de 10 stands qui sont 10 projections possibles de métiers à venir. Et ça, vous verrez, c'est des séquences assez courtes. L'idée, c'est que vous puissiez les toucher toutes du doigt, les 10, pour vous approprier très, très vite, en fait, de quoi il s'agit quand on parle de ce métier-là. Et puis, cet après-midi, on se séparera. Il y aura des groupes plutôt autour des acteurs corporate, de certains chercheurs qui travailleront sur leurs propres thématiques et comment ces sujets-là les ont inspirés eux et vont les inspirer eux sur leurs propres thématiques métiers. Et puis il y aura tout un groupe animé par Yves Armel de design fiction qui intégrera à la fois des jeunes, des start-upers, des designers, quelques corporates aussi, et qui seront plus dans une dynamique de design fiction. Et cet exercice-là se poursuivra aussi demain pour un rendu qui aura lieu samedi. Donc, tous ceux qui sont ici, évidemment, vous êtes invités aussi samedi à voir le rendu final qui aura été produit par les personnes, on va dire, ces 10 groupes en fait, de jeunes augmentés. Et je vais laisser Yves Armel dire un mot de quoi sur les thématiques. Juste un petit mot sur ce travail de design fiction qu'on va faire à partir de cet après-midi, demain, avec le rendu samedi. Le principe, c'est qu'on va essayer de manière très concrète d'aller explorer les métiers de demain, qu'on ne soit pas juste dans des grandes tendances ou des mots data scientist ou autres qui n'ont pas forcément de chair. Et on va aller explorer avec notre imagination, mais en s'appuyant sur le travail de designer, le concret du quotidien de ces métiers de demain, de celui qui dressera des intelligences artificielles ou qui travaillera dans un autre domaine, quel sera son tract syndical, quelles seront ses revendications, comment il sera quand il se lèvera le matin, de manière à ce qu'on ait une espèce d'approche assez familière de ces métiers, qu'on les démystifie et aussi qu'on voit en quoi ça rejoint nos envies et nos désirs, puisque parmi nous, donc, il y a notamment des jeunes lycéens de 17 et puis à 22 ans, en fait, c'est la génération Z, jeunes lycéens ou jeunes étudiants, qui sont parmi nous pour aussi partager leur point de vue et ensemble imaginer le métier qu'on voudrait inventer. Donc ce travail de prospective très appliqué, très concret, c'est une première pour nous. On la commence cet après-midi et on vous fera le rendu samedi après-midi dans un show interactif où ils vous montreront les traces du futur qu'ils auront ramenées. Donc on vous invite à venir voir ça samedi après-midi. Et tout de suite, ce que l'on va faire, c'est donc on va faire un tour de métiers de demain. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé, nous, à faire l'exercice d'aller imaginer 10 métiers de demain. L'idée, c'était d'aller choisir un métier qui soit un peu parlant, qui soit évocateur, inspirant, qui a peut-être des chances d'exister, mais surtout qui indique la forêt qui est cachée derrière cet arbre, c'est-à-dire que
qui soit situé dans un champ où il nous semble qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions, de nouveaux champs d'activité. Alors, on n'a pas non plus couvert tous les champs d'activité. Il y a des sujets extrêmement pointus qu'on n'a pas abordés, par exemple le champ de la médecine, qui est un champ qui est immense, très spécialisé et qui ne correspond pas forcément aux métiers que vous avez aujourd'hui. On a plutôt essayé de trouver des métiers qui pouvaient avoir un impact aussi pour des entreprises dans lesquelles vous êtes de manière indirecte et qui pouvaient vraiment vous concerner. On n'a pas non plus abordé des métiers qui seront en très grand nombre mais qui sont déjà présents, comme par exemple les métiers de service à la personne, on sait qu'ils vont augmenter en nombre mais qui ne sont pas forcément très disruptifs par rapport à ce qui est aujourd'hui et qu'on n'a pas de difficulté à imaginer. Donc on a choisi 10 métiers, c'est des points de vue. Et donc vous allez maintenant vous constituer en groupe de 7 personnes dans lequel on aimerait bien qu'il y ait un jeune dans chacun de ces groupes pour que les jeunes ne restent pas ensemble et puis se mélangent. Vous allez faire un petit effort ce matin de vous séparer, puis après vous retrouverez. Et vous aurez quelqu'un qui va vous accueillir à l'entrée et qui va emmener chacun de ces groupes à l'étage. Vous allez ensuite passer devant des stands. Chacun de ces stands, vous aurez 10 minutes devant le stand, une présentation de ce métier du futur et vous rencontrerez aussi une entreprise, une start-up qui est déjà en train de travailler un peu dans cette direction. Et puis au bout de 10 minutes, hop, on change et on va au suivant. Et donc vous allez voir comme ça 10 métiers, chaque fois 10 minutes, dans les 2 heures qui viennent. Voilà. Donc c'est un petit marathon pour découvrir tout ça. Je vous invite à vous lever et à vous diriger vers où vous allez être pris en charge par un petit groupe de 7 personnes. Et je demande aux jeunes d'aller se mettre devant pour vous glisser à chaque fois dans un de ces groupes. Tout à l'heure.